Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Gérard Mick qui va nous parler de santé, de bien-être et de musique. Bonjour Gérard. Bonjour Evelyne. Alors, vous êtes chercheur, vous êtes euh, médecin et vous êtes également musicien. Et vous venez de produire avec un collègue, Emmanuel Bigan, aux éditions Duno, cet excellent bouquin, Musique, science et santé. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Volontiers. Déjà un grand merci de m'inviter à parler de la musique au service du bien-être et d'avoir rappelé qu'on a effectivement, c'est un collectif en fait, édité un livre très récemment. C'est un collectif d'une vingtaine d'auteurs et effectivement, Emmanuel Bigan et moi-même en avons été les coordonnateurs. Alors, qui suis-je? Je suis avant tout un clinicien, c'est-à-dire un médecin qui s'occupe de patients présentant diverses pathologies. Je suis neurologue initialement, mais je m'occupe essentiellement de douleurs chroniques. Donc, je reçois des patients qui présentent des douleurs permanentes, réfractaires la plupart du temps, au traitement habituel. Ça, c'est, je dirais, le commun de mon activité. Je suis également un chercheur, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce qu'on appelle les parcours de santé des personnes, comment les personnes naviguent dans un système de santé compliqué, en ce moment qui est lui-même malade, et c'est une des parties de mon activité de recherche, et l'autre est effectivement consacrée à la musique, et en comment, et en quoi et comment la musique peut apporter une amélioration de la santé des gens, c'est-à-dire servir aux soins, mais également en quoi elle est au service du bien-être, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Voilà cette deuxième activité. Et puis j'ai une activité comme beaucoup de cliniciens et de chercheurs d'enseignement à la faculté. Et bien évidemment, je suis musicien, mais avec un tout petit peu de temps pour jouer de la musique et beaucoup de temps pour en écouter. Est-ce que vous pouvez plonger dans le vif du sujet et nous parler de musique et bien-être? Bien sûr. Alors, il y a une première chose qui est importante, c'est d'abord, je dirais, l'humain, la musique pour l'humain, c'est quand même un élément clé. Si on pouvait définir un peu la musique, c'est une production humaine, c'est quelque chose qui s'est développé avec les capacités de l'humain à produire quelque chose avec la voix, ça c'est très probable, et fondamentalement, c'est un phénomène d'induction émotionnelle. Quand on veut faire de la musique, quand on souhaite écouter de la musique, on est profondément dans l'attente d'une induction émotionnelle. Et donc, on a une création, c'est une création humaine qui va devenir propre à cet objectif-là. Voilà. C'est plus quelque chose qui est dévolu à la communication proprement dit, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à l'induction émotionnelle. Alors, c'est important parce que la musique, ça permet de produire des expériences sonores. On les a exploitées progressivement dans le temps et ça permet d'engager les individus à la fois de façon, disons, personnelle, mais également de façon sociale, puisqu'on peut faire de la musique ensemble, on peut en écouter ensemble. Et cet engagement, fondamentalement, hein, va être là encore dévolu à l'induction émotionnelle, mais également à la mobilisation corporelle. La musique, ça fait bouger, ça induit du mouvement, et ça l'induit autant quand on écoute de la musique que quand on est en performance musicale, c'est-à-dire quand on est soi-même un musicien. Donc voilà la définition de la musique. En gros, phénomène d'induction émotionnelle à partir d'une création qui est devenue propre à cet objectif, qui va produire des expériences diverses chez un individu ou un groupe d'individus, qu'on joue ou que l'on écoute de la musique. Alors c'est quelque chose qui est très ancien, la musique. Hein, ça, probablement plus de 50 000 ans, on a découvert des os de chauve-souris qui étaient percés de trous. Et quand on essaye de produire des sons à partir de ces flûtes, eh bien, on s'aperçoit que les sons ne sont pas n'importe lesquels. En gros, ils ressemblent un peu aux sons de la gamme. Donc, les choses étaient probablement déjà organisées de cette façon-là il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, vraiment, la musique, c'est un élément constitutif de notre société. Depuis très, très longtemps, on a compris que dans toutes les sociétés, on créait des chansons, on écrivait des chansons qui étaient associées à soit l'activité religieuse, soit à la danse, parfois le combat, les jeux, les rituels, les divertissements, mais également, on le sait, hein, les soins aux nourrissons, les comptines, par exemple, dans certaines circonstances bien particulières, notamment au cours des mariages. Donc ça, on le retrouve partout dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Et pourtant, ces sociétés ne se sont pas forcément mélangées pour mettre en œuvre une telle, un tel événement. C'est aussi quelque chose de particulier parce que, en fait, on s'aperçoit que la musique a des fondamentaux universels.
La musique, elle est bâtie à peu près de la même façon chez tous les êtres humains, en rapport probablement avec l'organisation du système auditif. Donc, c'est quelque chose qui est fondamentalement une propriété de l'individu. On sait aussi que la musique, c'est un facteur de cohésion sociale, puisque faire de la musique ou écouter de la musique, par exemple durant un office religieux, pour l'hymne national ou dans les fêtes tribales d'une ethnie donnée, ou même, on l'a vu, au moment de la période dite de catastrophe naturelle liée au Covid, eh bien, par exemple, les Italiens, les premiers, sont sortis dès les premiers jours des confinements pour chanter ensemble sur les balcons. La musique, c'est un facteur majeur de cohésion sociale. C'est un facteur d'expression. C'est un facteur de régulation également émotionnelle, tout autant que d'induction émotionnelle. Et c'est également, ça on le pense aujourd'hui, parce que c'est un élément qui est étudié quand même depuis une vingtaine d'années sous cet aspect-là, c'est un moteur de l'évolution humaine. Parce que la musique, c'est la musique de son temps. La musique, elle évolue avec la société, elle évolue avec le temps, et donc elle va faire partie de ce qui fait que notre société change et de ce que les humains bougent en quelque sorte et évoluent. Alors, avant de comprendre pourquoi et comment cette musique peut servir notre bien-être, bah pourquoi et quand on écoute de la musique, somme toute. Hein. Si on prend l'écoute musicale, qui est quand même, je dirais, ce que tout le monde peut faire facilement, et quand on dit tout le monde, c'est depuis le plus jeune âge jusqu'aux derniers instants de sa vie, on peut tous écouter de la musique. On ne peut pas forcément tous en produire, mais en écouter, c'est sûr. Mais on sait que pour la population, c'est avant tout, grâce au phénomène d'induction émotionnelle, c'est une régulation de l'humeur à un moment donné. C'est une régulation également physiologique. Ça va moduler l'état corporel, le ressenti corporel au moment de l'écoute musicale. Et ça au quotidien. Et ça ne dépend ni de la durée d'écoute, ni du caractère de la musique, pourvu que la musique soit aimée, préférée et considérée comme agréable à écouter. Et donc, c'est important. Tout ça, ça dépend de la motivation de l'écoute. On n'écoute pas de la musique comme ça. On a toujours besoin de l'écouter pour cette régulation psychique et physiologique. C'est important parce que globalement, on pense que la plupart du temps, les êtres humains, en particulier dans notre société moderne, recherchent l'écoute musicale, en particulier de musique préférée, lorsqu'on veut réduire un sentiment de solitude, lorsqu'on veut se donner un besoin d'éveil fort, ou quand on veut intensifier certaines émotions. Et on a tous écouté des musiques plutôt mélancoliques alors qu'on était un peu dépressif. Donc c'est ça aussi, hein, cette espèce d'écho par la musique de son ressenti personnel interne et profond. Et enfin, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant, c'est on écoute de la musique aussi pour bouger. Hein, on écoute de la musique pour danser, mais on écoute aussi de la musique pour se donner de la force. Je parlais d'éveil tout à l'heure, mais également du mouvement. Quand on a besoin d'être en mouvement, de se ressourcer, eh bien, on va écouter de la musique et cette ressource, elle est donc psychique, mais également physique. Donc voilà les conditions en quelque sorte de l'écoute pour un être humain dans la population générale de la musique. Alors, la musique, elle induit des émotions, diverses émotions particulières que l'on connaît, par exemple, que les émotions fondamentales. Elle peut permettre de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, de la gaieté ou même de la sérénité. Mais également, on l'a dit, un sentiment de corporalité très particulier qui est quand même une émotion liée à l'écoute musicale. Alors ça, c'est important parce que ça intéresse n'importe qui. Ça intéresse le musicien, ça intéresse le mélomane, ça intéresse la personne qui écoute de la musique à la demande, un petit peu comme ça pour la radio. Donc tout le monde est capable de distribuer en quelque sorte les émotions ressenties dans ces grandes émotions fondamentales, quelle que soit l'expertise en quelque sorte pour la musique. Et tout ça est construit à partir du rythme, du tempo, du timbre, de l'énergie que l'on a lorsqu'on en écoute une musique. C'est lié aussi au contexte d'écoute. On ne choisit pas d'écouter une musique n'importe quand, donc on va choisir un contexte particulier, un lieu également. On va au concert, ou bien on est chez soi avec une écoute au casque, ou bien chez soi dans une écoute avec des enceintes. Ces éléments sont importants parce qu'ils participent aux émotions ressenties pendant l'écoute musicale. Et donc, c'est aussi important pour la régulation induite par l'écoute. C'est donc bien un travail, quelque part, de maîtrise du bien-être qu'a un individu lorsqu'il cherche à écouter de la musique et à créer en lui des changements grâce à cette écoute de musique. Il y a un élément important, et je crois que tout le monde l'a déjà fortement vécu, quand on écoute de la musique, bien parfois on a envie de se remémorer des instants extraordinaires ou des très beaux instants. Et ça, c'est lié au souvenir biographique qu'on associe à une œuvre qu'on va écouter. Ce souvenir biographique, eh ben, ça peut être par exemple d'avoir dansé son premier slow avec cette amoureuse qui est devenue ensuite son épouse et la mère de ses enfants. C'est un exemple. Voilà. Ben, on est
parfois amené à vouloir revivre certains instants. C'est la reviviscence. C'est connu dans bien d'autres domaines, mais la musique est vraiment un média très très fort pour permettre des reviviscences de cet ordre. On peut être aussi intéressé par la performance d'un musicien, voir un musicien qui fait une très belle performance, qui a à la fois une performance, on voit la performance physique, esthétique. Donc, on peut aussi avoir des émotions intenses renforcées par cette performance du musicien. Et évidemment, plus on est expert quand même en musique, plus on peut travailler sur ces différents aspects et augmenter son niveau, je dirais, de plaisir émotionnel. Alors, quand je dis plaisir émotionnel, je devrais te dire, élever le niveau d'émotion positive. Parce que le plaisir, c'est quelque chose qui existe aussi quand on écoute de la musique, au même titre hein, je dirais, que la capacité qu'on a à avoir du plaisir dans d'autres situations, y compris la situation de plaisir sexuel ou de plaisir à manger quelque chose. En effet, lorsque l'on écoute de la musique intensément plaisante, dans des conditions où on n'est pas des conditions d'éveil majeur, eh bien, que se passe-t-il? On va stimuler plusieurs zones du cerveau. Les zones, évidemment, qui sont dévolues à tout ce qui est le phénomène sonore. Ensuite, des zones qui sont dévolues à la dynamogénicité, et oui, des zones qui permettent au corps de bouger. Des zones aussi qui sont liées au plaisir, je dirais, par l'esthétique que l'on écoute, c'est-à-dire la préférence musicale. Et enfin, on va aussi mobiliser, ou du moins activer des zones cérébrales qui sont liées au phénomène de plaisir lui-même. Et en particulier à un phénomène qu'on connaît tous, dans différentes circonstances encore de plaisir, c'est le frisson. Le frisson musical, c'est quoi? C'est tout simplement avoir eh bien, une horripilation particulière que l'on sent venir, que l'on sent monter quand on a un instant de plaisir intense à écouter un fragment d'une œuvre musicale qu'on a, par exemple, choisi justement pour vivre ce moment de plaisir. Donc, vous voyez, là, l'importance hein, de bien maîtriser et de bien comprendre, cela se fait de façon totalement implicite avec l'acculturation progressive à l'écoute de la musique, mais on pourrait tous se dire, bah, tiens, on va mettre une musique tellement plaisante qu'on en aurait des frissons, parce qu'on peut identifier, on peut largement reconnaître des musiques avec lesquelles on a déjà vécu des frissons, et donc les réécouter pour reproduire la même chose. Donc là, c'est vraiment on est dans le plaisir, hein, on est dans l'induction du plaisir. Ça va beaucoup plus loin que l'émotion uniquement. Et le frisson musical, on sait aujourd'hui que c'est un frisson qui est lié à la libération de dopamine dans le cerveau à un moment donné précis, quand on sent les frissons, phénomène qui est connu également au cours de l'orgasme sexuel, par exemple. Donc, vous voyez, l'intensité du plaisir, il n'est pas pauvre, il est pas petit hein, quand on écoute de la musique. Donc ça, c'est un élément très important parce que l'hédonisme, la recherche de plaisir, c'est un élément majeur de la motivation pour un éveil, pour quelque chose qui est, je dirais, la motivation à vivre. C'est un élément très important de la survie qu'on oublie aujourd'hui. Hein. On essaie d'avoir un état de santé minimal, mais on oublie que la culture, la richesse des interactions sociales, l'art, la créativité, mais aussi le plaisir vécu et ressenti, comme le plaisir à l'écoute musicale, sont des éléments majeurs pour le bien-être, mais également pour la préservation de la santé. C'est littéralement des éléments déterminants pour la santé. On appelle ça pour la santé. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu, donc la musique, c'est dynamogénique, ça éveille, ça permet de se focaliser aussi lorsqu'on a une puissance sonore importante, on est focalisé, l'attention est focalisée. On peut aussi, à plusieurs moments, se sentir sous tension quand on écoute des musiques qui mettent sous tension, avec des éléments de détente, de tension, de détente. Tout ça dépend beaucoup de la façon dont la musique est construite, donc de ce qu'on appelle le langage musical. Nous, on a un langage occidental qu'on appelle le langage tonal occidental. Et il y a d'autres langages musicaux, par exemple le langage des ragas de l'Inde du Nord, qui est organisé différemment, mais qui a aussi des phénomènes de tension-détente. Les mélodies sont différentes, les gammes sont différentes, mais la base est à peu près la même, hein, c'est une grammaire. Le timbre, c'est quelque chose qui peut amener aussi à des émotions très positives lorsqu'il est très apprécié. Le timbre, c'est une appréciation très individuelle. Le timbre de la musique est quelque chose qui est complètement à soi. Et puis, vous avez tous remarqué dans les chansons, dans les musiques, il y a des répétitions. La répétition, ça sert à quoi? Ça sert à être à l'aise, à être bien. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va revenir, et donc quelque part on connaît. Et quand on connaît quelque chose, on est mieux. Mais ça permet également de mémoriser. Et quand on mémorise, ben, on anticipe ce qui va arriver. Et quand on anticipe, eh ben, on se synchronise mieux. Par exemple, on bouge mieux sur une musique qui fait bouger. Tous ces éléments, pareil pour chanter. Hein. On peut chanter plus facilement quand on a un refrain
eh ben, on peut anticiper, pardon, parce qu'on a bien mémorisé et on chante avec les autres. Donc, l'élément de répétition est un élément très important dans la musique et qui concourt finalement à permettre à la musique d'être facilement mémorisée, mais également à tous de se retrouver autour d'une musique, par exemple. Alors, tout ça, ça va bouger avec le temps, encore une fois, et ça va bouger aussi avec les préférences. Parce que d'une période à l'autre de la culture humaine, eh bien, on a des préférences, on a des musiques qu'on entend plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle l'acculturation naturelle et implicite. Et donc, on va avoir tendance à écouter certaines musiques qu'on a déjà entendues quand on était petit. Mais il y a un autre élément qui est le phénomène des préférences. La préférence, elle est quand même culturelle. On écoute des musiques plutôt que d'autres, parce qu'on a été exposé à ces musiques-là beaucoup plus qu'à d'autres. C'est classique, ça fait partie de la culture. Mais ce sont également des éléments de préférence individuelle. Donc la recherche d'un état de bien-être par la musique est une affaire individuelle. Cette gestion de l'écoute musicale est une affaire de gestion hédonique, totalement individuelle, et les individus s'habituent à faire leurs propres choix. Quand vous avez une discothèque d'environ 2000 titres, par exemple, vous avez tous fait l'expérience que vous allez chercher une vingtaine de titres. Pourquoi? Parce que vous savez que ce titre-là, il vous va bien pendant cette période-là. Vous êtes un peu maussade et celui-là, il vous donne un peu de pêche. Alors vous utilisez celui-là. 3 jours plus tard, vous êtes dans un autre état. Vous avez envie, parce que vous recevez des amis chez vous, de quelque chose de tranquille, de cool, ben vous allez mettre quelque chose qui est serein, pas trop fort, et qui en même temps donne cette impression de sérénité groupale. Vous choisissez vos musiques en fonction de ce que vous voulez en faire, et donc en fonction également de la régulation de votre état émotionnel, mais également de votre état physiologique, et également du contexte comportemental dans lequel vous êtes, du contexte social également, si vous êtes en groupe. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement connues aujourd'hui. Alors, il y a quand même un autre élément, c'est la musique, ça sert aussi aux soins. Donc, on a dit que déjà, pendant un certain temps, la musique, c'est un élément de bien-être. On peut déjà, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais se souvenir d'un point fort, qui est un des fondements, en quelque sorte, de ce qu'on appelle les universaux de la musique, quelles que soient les cultures, les mères chantent des comptines à leurs enfants, dans toutes les cultures du monde, cultures qui, encore une fois, ne se sont jamais croisées. Et ça, depuis des millénaires. Qu'est-ce que c'est qu'une comptine? C'est chanter doucement, avec un niveau d'énergie pas très élevé, avec ce qu'on appelle un ambitus, c'est-à-dire une amplitude en fait de notes chantées qui n'est pas très élevée, un rythme qui n'est pas très très fort, qui n'est pas très rapide. Tout ça qui permet, par exemple, d'induire un sentiment de sérénité, d'induire de l'anxiolyse, c'est-à-dire de limiter l'anxiété, de faire cesser des pleurs à l'enfant. Il y a là aussi, j'ai même un parler, si vous voulez, contine. Hein. C'est un parler contine, c'est-à-dire c'est une façon d'utiliser la voix, de la chanter quand ce sont des comptines, pour induire certaines émotions et pas d'autres, et pour amener la personne qui écoute dans un état, quelque part, je dirais, de simultanéité émotionnelle. Et donc, on va induire quelque chose de bien précis. Les comptines pour les enfants, c'est les attendrir, c'est les rassurer, c'est les endormir, c'est éviter ou arrêter de les faire pleurer. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est de l'ordre à la fois du bien-être, à la fois du soin, à la fois de l'accompagnement. C'est extraordinaire, la comptine, c'est un exemple typique de ce que l'homme peut faire avec pas grand-chose, sa voix et quelque chose qui est une production purement humaine, la musique, c'est-à-dire la création musicale. Il y a autre chose aussi qui est bien, avant qu'on rentre dans le soin par la musique, c'est la capacité qu'on a à se synchroniser tous à l'écoute d'une musique, sans qu'on le choisisse ou qu'on le veuille ou qu'on s'en rende compte. Si on met des auditeurs, par exemple, en face d'un orchestre, réduit, par exemple un quatuor à cordes, et que ce quatuor à cordes se met à jouer de la musique et qu'on dit aux auditeurs, essayez de ne pas bouger, et qu'on a placé des capteurs sur eux, mais on s'aperçoit que malgré tout, il y a des mouvements, et que ces mouvements corporels sont synchronisés sur les mouvements des musiciens, mais également de la musique elle-même, et que chaque auditeur, indépendamment les uns des autres, se synchronise avec l'ensemble, c'est-à-dire à la fois avec les musiciens et les autres auditeurs. Donc cette capacité de synchronisation spontanée, implicite, c'est-à-dire inconsciente, elle est à la base des mouvements que l'on fait lorsque l'on écoute une musique, et donc à quelque chose qui est, là encore, je disais la dynamogénicité. Vous vous rendez compte, chaque fois qu'on écoute la musique, on induit quelque chose dans le système moteur pour pouvoir bouger. On prépare le mouvement. En soins, c'est extrêmement important. Pour tous les gens qu'on appelle kinésiophobes, qui ont peur de bouger, parce qu'ils ont mal au dos,
parce qu'ils ont mal au cou, parce qu'ils ont mal dans les muscles, eh bien ces gens, on va les aider non seulement à être moins douloureux grâce à l'écoute musicale, je vais en parler sous peu, mais également on induit chez eux du mouvement tout en écoutant de la musique et, quelque part, si la musique est plaisante, en donnant une émotion positive. Donc on a des propriétés multiples de la musique qui vont concourir au bien-être, mais également aux soins. Et l'une d'entre elles, c'est la synchronisation. Alors maintenant, les effets physiologiques de l'écoute musicale, pour résumer, avant de parler vraiment du soin, bah d'abord l'écoute musicale, c'est une régulation émotionnelle, on a vu. C'est une stimulation hédonique très forte, au titre donc de stimulation hédonique physiologique. C'est évidemment une stimulation dynamogénique qui fait bouger. Ça module la cognition, ça donne des pensées, ça permet de réguler certaines pensées. Ça permet aussi, lorsque certaines musiques ont certaines composantes, d'avoir une forme d'induction hypnotique. Et dans cette induction hypnotique, eh bien, la répétition a un rôle à jouer, mais également le timbre. Enfin, ça permet, vous le savez très bien, quand on écoute de la musique, on peut être distrait. Quand on fait quelque chose, la musique peut accaparer l'attention et à ce moment-là, on a une distraction attentionnelle. Ça peut servir, par exemple, contre la douleur. Pourquoi pas? Et enfin, on a cet effet général sur le bien-être. Pourquoi? Parce qu'on choisit. On travaille nous-mêmes dans l'usage de la musique. N'importe qui est capable de le faire sans l'avoir appris, il n'y a pas de règle. On sait faire naturellement. On a compris naturellement à quoi peut servir la musique. Vous allez me dire, mais il y en a qui n'écoutent jamais de musique. Oui, ce sont des habitudes individuelles et souvent, lorsqu'on amène les gens qui n'écoutent jamais de musique à écouter de la musique un peu plus souvent, en leur expliquant un peu plus à quoi ça sert, et bien d'un seul coup, ces gens se mettent à écouter de la musique beaucoup plus souvent et à l'utiliser beaucoup plus souvent. Donc il n'y a pas de gens réfractaires à la musique. Il y en a quelques-uns, mais je dirais que globalement, ça intéresse tout le monde. Il y a un petit groupe de personnes qu'on appelle des amusiques, qui sont à peu près 5% de la population générale. Ça, c'est un phénomène assez génétique et qui ont du mal à décrypter, à décoder le message musical. Et là, c'est plus difficile d'avoir des inductions émotionnelles fortes dans ces conditions. Voilà, mais ça n'empêche pas que voilà, ces gens peuvent tout de même écouter de la musique. Malheureusement, ça n'induit pas grand-chose chez eux parce que quelque part, le travail d'intégration des sons et de tout ce que représente la musique en termes d'organisation n'est pas fait correctement dans le cerveau. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités que l'on a pour maintenant arriver dans le domaine de la musicothérapie. C'est quoi la musicothérapie? Ou du moins, je préfère ce terme, la musique à usage thérapeutique. Ou bien, on pourrait appeler la médiation thérapeutique par la musique. C'est plus propre, parce que musicothérapie, ça donne un peu l'impression qu'on va soigner des gens malades. Non, on l'a vu tout à l'heure, ça permet pas de soigner, mais ça permet d'être bien. Et donc, quelque part, c'est un soin de soi. Alors, la musicothérapie, ou du moins l'usage de la musique à titre thérapeutique, c'est une utilisation intentionnelle de propriétés qu'à la musique, hein, et donc de ce que ça peut faire en termes d'impact sur l'humain. Voilà, et c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Le caractère habituel, ce que l'on reconnaît habituellement dans la musicothérapie, c'est ce qu'on a utilisé dans la psychiatrie depuis plus de 70 ans, notamment dans les institutions, et que maintenant on utilise largement pour tout un tas d'autres prise en charge. Et fondamentalement, en dehors de la pratique ou de la création musicale, qui sont quand même assez difficiles et qui nécessitent du personnel formé, expert, on utilisera la musique à usage thérapeutique sous la forme de l'écoute musicale. Voilà. Donc, si on prend ce prototype d'application thérapeutique de l'écoute musicale, que sont les affections mentales, bah, simplement, on sait que certaines listes d'œuvres qu'ont identifié les personnes qui l'écoutent vont permettre un apaisement ou bien une dynamisation. Donc, c'est toujours la même chose. On est soit à la recherche du moins lorsqu'il y a du trop, lorsque les gens ont des troubles comportementaux, soit à la recherche de la stimulation, lorsque les gens ont du moins, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt apathiques. Alors ça, c'est un phénomène qui est très connu, qui existe depuis très très longtemps et qui déjà existait à l'Antiquité. Il y a des écrits qui montrent que ça faisait partie des éléments du soin lorsque les gens étaient dépressifs. Il fallait leur faire écouter de la musique, voire jouer de la musique pour qu'ils reprennent un petit peu de plaisir. Alors on sait aussi, notamment pour les affections mentales, que jouer de la musique, c'est se faire plaisir, à la fois dans son corps et dans sa tête. Donc c'est un élément important. C'est aussi une capacité à partager avec les autres, c'est important pour la remédiation ou la réhabilitation sociale, par exemple. C'est aussi avoir un objectif. Donc, on donne des objectifs, on construit une musique ou on construit donc une liste d'écoute musicale et c'est un objectif pour soi. Et ça permet d'avoir un cadre social. Donc, vous voyez que dans le cas des affections
mentale, on peut l'utiliser, alors affection mentale au sens large, autant pour les gens très anxieux, mais également pour les gens dépressifs, avec des dépressions profondes, et également chez des gens qui ont des psychoses. Tout ça nécessite la plupart du temps un accompagnement avec un musicothérapeute ou une équipe expérimentée. Voilà. Alors, c'est important parce que si l'on parle de musique et d'affection mentale, la musique chantée en groupe est un élément remarquable parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est ce qui rapporte le plus. C'est une expérience intime, propre, mais qui est partagée. Et ça donne une motivation à un objectif à atteindre. Bah, par exemple, le concert. On va faire un concert, ben, on va travailler, on se donne un cadre, etc. Donc c'est quelque chose qui est très utile. Vous remarquerez que chanter dans un chœur, tout le monde a envie quelque part. Et on a déjà chanté en chœur en famille, quand on dit joyeux anniversaire. Et vous avez vu ce que ça produit. Hein. D'ailleurs, on fait un peu la gueule quand certains chantent faux, naturellement, parce qu'on a envie que ce soit pas mal, bien en tout cas pour la personne récipiendaire. Et à ce moment-là, hop, on y envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'affect. Donc ça, c'est motivant de chanter encore, c'est motivant. Parlons très vite de la musique dans la maladie d'Alzheimer. Alors, la musique dans la maladie d'Alzheimer, on sait que la mémoire musicale est beaucoup plus robuste que toutes les autres mémoires, et en particulier que la mémoire verbale, qui est une mémoire très atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Donc, si on fait écouter une mélodie qui était quelque chose d'ancien et de très connu chez une personne qui a 80 ans, une mélodie entendue à l'âge de 20 ans et réécoutée, voire même jouée, ou qui était celle du bal du 14 juillet, ben même au stade sévère de la maladie, on est capable de redonner une dignité identitaire au sujet. On le stimule également cognitivement, hein, et on est même capable, chez certains d'entre eux, d'apprendre et de répéter des mélodies simples, mais il faut que le média musical soit là. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut apprendre les paroles, il faut qu'elles soient sous-tendues par une partition musicale. Et là, on s'aperçoit que des gens qui sont incapables d'apprendre les paroles proprement dites, eh ben, peuvent apprendre la mélodie et les paroles lorsque la musique est le support. Et enfin, bon, ben, on a compris que la musique, c'est un éveil, c'est une dynamogénicité. Donc, tous les apathiques, même au stade sévère de cette maladie, peuvent être stimulés sous la forme d'un éveil à l'écoute musicale. Voilà les exemples principaux pour la maladie d'Alzheimer. On peut parler également de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, vous avez bien compris que le rythme musical peut servir. Pourquoi? En présence d'un stimulus rythmique, si le stimulus est rapide, eh bien, vous marchez plus vite si vous écoutez de la musique. Vous ne vous en rendez pas compte, et c'est pourtant ce qui se passe. Donc, les patients parkinsoniens qui ont des pas petits, eh bien, vous pouvez augmenter la longueur de leurs pas, vous pouvez réduire les épisodes de blocage lorsqu'ils marchent, lorsque vous leur faites écouter en particulier des stimulus rythmiques, mais surtout de la musique très rythmée. Alors, ça a des effets positifs à long terme, ça, au quotidien, parce qu'on a des programmes qui ont été construits, qu'on appelle des programmes de réadaptation basés sur l'indissage. On a plusieurs indices sonores, on va les utiliser plusieurs fois par semaine, on va réapprendre à marcher, ce qui donne une vitesse de marche plus rapide, une réduction importante des épisodes de blocage de marche. Et puis, c'est important parce que tout ça, c'est facile à faire. Quand on écoute de la musique, le bénéfice se fait dans un environnement souvent qui est domestique, parce qu'on a des dispositifs extrêmement simples. On peut avoir des dispositifs d'écoute ou des dispositifs de stimulation avec ce programme de réadaptation. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile à faire au quotidien. L'écoute musicale est un outil vraiment extraordinaire. On peut même aller très loin. Imaginez des personnes qui ont eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui sont paralysées d'un hémicorps, d'une moitié d'un corps, et qui vont avoir des troubles dépressifs juste après l'événement, ce qu'on comprend parfaitement, et qui représente quand même pratiquement 3/4 de ces patients dans la période d'hospitalisation précoce. Ces gens ont aussi des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'ils perdent certaines capacités cognitives, c'est-à-dire les fonctions intellectuelles, mémoire, praxie, la façon d'utiliser ses membres, etc. Il y a également la façon dont on gère les pensées, dont on programme le futur. Voilà, toutes ces capacités cognitives peuvent être altérées après un AVC. Ben, que se passe-t-il? Si l'on prend des gens qui aiment écouter de la musique et qu'on crée des programmes spécifiques avec des musiques préférées, et qu'on fait écouter de façon relativement intensive, 2 heures par jour, ces musiques, avec la recherche quand même d'un phénomène d'induction émotionnelle et d'induction hédonique. Que produit-on? Eh bien, on produit, après 6 semaines déjà, et on le voit très nettement à 3 mois, plus de réparation du cerveau que si l'on faisait quoi que ce soit d'autre, y compris si on stimulait ces gens par des techniques de réadaptation. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le cerveau va changer, va bouger, va se réparer. On augmente les connexions entre des zones qui auparavant étaient
mal connectés du fait de l'AVC et on réduit également le niveau de dépression et on augmente les capacités de réhabilitation cognitive de ces personnes. La musique, elle a un pouvoir majeur, pratiquement régénérant, tant sur le plan psychique que sur le plan anatomique. Donc ça, c'est une chose extraordinaire, mise en évidence par des scientifiques finlandais. Et je vais terminer par quelque chose que l'on connaît tous très bien. Quand on souffre, quand on a mal en soi, quand on n'est pas bien, quand on souffre dans sa tête quelque part, la souffrance psychique, quelque chose de dramatique, eh ben, on en a parlé tout à l'heure, on sait écouter de la musique. Mais quand on souffre aussi physiquement, quand on a une douleur, ben on sait que l'écoute musicale aujourd'hui produit un effet antalgique proprement dit. Alors ça dépend beaucoup des individus eux-mêmes, hein, ça dépend des musiques qu'ils préfèrent à écouter, ça dépend également du type de douleur qu'ils ont, mais en général, si on prend une échelle de 0 à 10, 0, aucune douleur, 10, la douleur la pire imaginable, eh bien écouter de la musique dans des conditions où on a mal, ça peut réduire de 2 points, c'est-à-dire autant qu'un médicament habituel. Alors on enlève les douleurs aiguës, ou par exemple la morphine ou certains anti-inflammatoires peuvent avoir des effets bien plus marqués que 2 points sur une échelle de 0 à 10. Mais ce sont des situations aiguës où on sait que ces médicaments sont souvent indispensables. Mais dans les situations chroniques, changer de 2 points le ressenti douloureux, entre 0 et 10, c'est aussi puissant, c'est aussi efficace qu'un nombre important de médicaments utilisés au quotidien par les gens. Donc c'est aussi l'épargne médicamenteuse, parce que les médicaments ont des impacts sur les gens, des impacts cognitifs, des impacts également de diverses natures, cardiaques, etc. Donc vous voyez l'importance de l'écoute musicale. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette écoute musicale, elle peut être écologique. Imaginez quelqu'un qui est dans une situation que l'on connaît aujourd'hui comme étant une situation très fréquente, malheureusement qui touche essentiellement les femmes, mais pas que, qui est la fibromyalgie. Ce sont des douleurs diffuses, avec une sensation de fatigue permanente, un sommeil non réparateur, souvent une intolérance à l'effort, souvent des troubles cognitifs avec des troubles de mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la vigilance parfois, mais également avec beaucoup d'anxiété. Eh bien, certaines études ont montré que on peut modifier les réseaux cérébraux qui contrôlent la douleur dans la fibromyalgie. On réduit effectivement à l'écoute musicale d'une musique préférée lorsque les gens sont en pic douloureux. On réduit de 2 à 3 points l'intensité douloureuse perçue, mais on peut également redynamiser ces gens qui sont intolérants à l'effort en les faisant bouger à l'écoute musicale. Donc c'est un travail qui n'est pas finalement que un travail antalgique. Dans ce cadre, c'est aussi un travail dynamogénique. Encore une fois, on retrouve les capacités donc dynamogéniques de la musique. Voilà sur le domaine du soin qui est assez large, que j'ai simplement survolé, pour revenir au domaine du bien-être et pour terminer par un élément important. Il n'y a pas de société aujourd'hui où il n'y ait pas de musique. Toutes les sociétés du monde ont construit des musiques. Et je dis bien des musiques. Des musiques selon les événements pour lesquels on utilisait de la musique. Donc la musique est un phénomène universel, fondamental, proprement humain et qui sert à la survie de l'humain. Ensuite, il y a un élément important, on a dans toutes les sociétés construit des grammaires musicales. Pourquoi? Pour que les interprètes, mais également avant tout les compositeurs, puissent avoir, euh, avec des outils tout simplement, je dirais, cognitifs, c'est-à-dire comprendre comment on peut manipuler des sons pour créer des phénomènes de tension, des phénomènes de détente, des phénomènes de surprise, des phénomènes d'attente. Et donc cette construction, cette grammaire musicale, elle est faite pour induire des émotions. Et de façon naturelle, parce que tous les individus d'une culture sont entourés de musique, qu'on ait envie d'écouter ou pas, eh bien on comprend cette construction grammaticale, ce langage musical, comme on comprend le langage verbal. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une inculturation implicite d'un langage, comme on va apprendre à parler sa langue maternelle de façon acculturée. Alors évidemment, après, on peut l'apprendre beaucoup mieux, la langue maternelle. On va à l'école, on apprend à écrire, on apprend de nouveaux mots, on apprend à les conjuguer, on apprend à faire des phrases compliquées et à construire même une pensée. Mais si on est formé à la musique, eh bien, oui, on est capable de, à ce moment-là, eh ben, peut-être parler un peu mieux, peut-être avoir des cognitions un petit peu plus organisées. Et donc, en fait,
l'expertise musicale ou la formation musicale est un outil de stimulation cognitive. Et durant l'enfance, notamment la petite enfance, au cours de l'acquisition du langage, on sait aujourd'hui, on l'a bien démontré, que c'est un facteur d'amélioration de l'acquisition d'un langage parlé de qualité et d'un langage écrit également. Ce qui explique pourquoi on utilise également la musique dans la rééducation des troubles, ce qu'on appelle dysgraphie, dysphasie, etc. Donc, vous voyez que la musique, c'est vraiment un phénomène extrêmement profond qui est donc une création humaine, mais qui a de multiples vertus, fondamentalement dévolues au bien-être, mais qui a également, au-delà de ça, des propriétés presque, je dirais, sanitaires. Et ce que je vous propose, ben, c'est d'imaginer, comme on vous a dit depuis des années, une bonne santé cardiovasculaire, c'est marcher à bons pas 45 minutes chaque jour. Eh ben, je vous propose, parce que vous avez besoin, comme tous, d'un peu d'hédonisme dans une société assez mouvementée, notamment au niveau international, eh bien, vous avez tous besoin de plaisir, vous avez tous besoin de dynamisation, vous avez tous besoin d'éveil ou de sérénité. Alors écoutez donc tous les jours 45 minutes de musique plaisante, une musique préférée, et vous verrez, avec le temps, vous comprendrez que c'est un élément majeur de votre bien-être. On vous écouterait des heures et c'est vrai que vous parlez très très bien, donc on peut penser que c'est dû au fait que vous avez appris la musique alors. Ah, peut-être, oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que je suis passionné par ce sujet. Et donc, quand on est passionné, on en parle plus facilement. Mais vous avez évoqué cette plasticité cérébrale, autant d'ailleurs fonctionnelle que structurelle, puisque quand vous avez abordé les AVC, vous dites vraiment que cette musique, elle va avoir un impact sur la connectivité entre différentes zones cérébrales et que les gens vont récupérer davantage. Et vous avez un petit peu abordé le fait d'apprendre de la musique et de ses effets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les répercussions au niveau du cerveau de chez ces enfants, par exemple, qui apprennent la musique? Alors, je dirais que peut-être c'est moins net, ou du moins on n'a pas travaillé de la même façon chez les enfants et chez les adultes. Mettre des enfants dans une machine, leur demander de ne pas bouger et de rester 10 minutes à écouter de la musique et voir ce que ça fait dans le cerveau, ou bien de les mettre, par exemple, tous les 6 mois dans la machine pour savoir si ça a changé quelque chose en leur demandant de faire des tâches pendant qu'ils sont dans la machine, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Par contre, les adultes, c'est plus facile, quoique. Alors, ce qu'on sait faire, par contre, c'est des études comportementales. On peut faire aussi des études donc, qui permettent de proposer plusieurs types de stimulation et de voir quelles sont les stimulations qui marchent et qui ne marchent pas. Je n'ai pas parlé de quelque chose que vous connaissez tous, hein, que l'on a tous fait dans sa vie, lorsqu'on était au contact d'un bébé, d'un nourrisson. C'est le parler bébé. Le parler bébé, il est musical. Hein. Voilà, de façon naturelle, tout le monde se met à parler bébé. Mais pourquoi? Parce on commence à avoir des grandes variations de hauteur, on a des contours prosodiques qui vont être exagérés, on donne plus d'intensité à certains mots, on a des durées plus longues. Alors, comment vas-tu? Oh là là! Voilà, et ça, c'est quasiment du parler bébé chanté. Hein. On a un débit de parole qui est un peu plus lent, et puis on utilise des structures syntaxiques qui sont encore assez simples, et on va utiliser des répétitions. Donc tout ça, ça va permettre déjà de développer progressivement l'acquisition du langage, ça permet quand même une gestion des émotions, et c'est un facteur important, du moins c'est un outil important, de relation sociale. Parce que le bébé, il est sensible à ce parler-là, à ce moment-là, parce qu'on travaille avec sa sensorialité à lui. À ce moment-là, il peut bien entendre et bien acquérir dans ces conditions-là. Donc le parler bébé, c'est parler pour eux, avec eux. Et donc, progressivement, bah, ils vont acquérir un peu plus. Hein. Donc, chanter à un bébé, hein, ça on le sait aujourd'hui, ça va faciliter la mémorisation, l'acquisition du langage. C'est important parce que c'est aussi un travail sur la perception des syllabes natives. On peut discriminer aussi les syllabes non natives. On va segmenter la parole. La segmentation de la parole est quelque chose de fondamental. La musique facilite la segmentation de la parole. Hein. Par exemple, si on prend un bébé de 8 mois, il peut segmenter des flux de mots trisyllabiques après avoir été exposé même pas plus de 3 minutes. Hein. Donc, en plus, cette capacité qu'il a de segmenter, ça va prédire ses compétences linguistiques à l'âge de 2 ans. Donc, vous voyez, un bébé de 8 mois qui va être habitué à segmenter un flux de mots après une exposition sous une forme
quelque part musical, ben, il va être capable d'avoir des compétences linguistiques supérieures à l'âge de 2 ans. Ou en tout cas, ça permet quand même, je devrais le dire comme ceci, de prédire, lorsque l'on regarde ce que ça produit chez le bébé de 8 mois, de prédire les compétences vers l'âge de 2 ans. Alors, en plus, bon, c'est important, hein, nous, on parle de façon continue, c'est ce que je fais ici, et ça ne permet pas facilement de mémoriser. Il faudrait que je fasse des arrêts. Les gens ont le temps de mémoriser la phrase que je viens de dire. Et donc, le chant, lui, par son organisation, il va favoriser cette segmentation. Il segmente la parole continue. Il va favoriser la mémorisation, y compris par le phénomène de répétition. Donc, on va améliorer la détection de violation d'une structure syllabique d'un mot, par exemple. Donc, on sait mieux reconnaître les mots. Ça permet l'acquisition d'un langage précis. Hein. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. On ne s'en rend pas compte, mais pendant les 2 à 3 premières années, chanter aux bébés, parler bébé avec eux dans la période où c'est nécessaire, leur faire écouter de la musique, c'est très important. En plus, bon, les différences interindividuelles en termes de sensibilité au chant, à partir de la naissance, sont des éléments prédictifs du développement linguistique après. Vous vous rendez compte, hein, la sensibilité au chant, ça permet de comprendre, ou en tout cas d'imaginer que le développement linguistique sera meilleur plus tard. Voilà, c'est pas rien. Donc, à l'échelle des enfants, voici un exemple, et on n'a pas forcément besoin de voir une imagerie du cerveau, si vous voulez. Vous auriez envie de rajouter quelque chose pour clore cet entretien? Oui, je pense que nous pâtissons en France de l'absence d'une véritable formation musicale à l'école. Dans d'autres pays, pas si loin que ça, hein, il suffit de faire quelques centaines de kilomètres, ben voilà, on a une perspective complètement différente de ce qu'est la musique, dès l'école, dès le plus jeune âge. On aimerait bien quand même se dire, avec ce que je viens d'énoncer par exemple, que faire de la musique aux enfants, ben, c'est les faire bouger, c'est les faire avoir des liens sociaux, c'est leur permettre aussi de distinguer eux des autres. Quand vous avez des gamins qui jouent 4 ou 5, par exemple, dans un petit orchestre que vous construisez avec l'un qui tape sur un xylophone, l'autre qui tape sur un tambour et l'autre qui tape, par exemple, sur un triangle, eh bien, vous leur apprenez à taper à un moment donné, à taper ensemble ou à taper de façon distincte, de façon asynchrone ou antiphase, c'est-à-dire l'un il tape au premier temps, l'autre il tape au deuxième temps. Vous vous rendez compte? On apprend à ces gamins à travailler ensemble, sans faire exactement la même chose et à produire quelque chose qui est une chose unique de façon collective, outre la stimulation du langage, outre la stimulation quelque part des capacités cognitives. C'est aussi la stimulation du lien social, de la distinction soi-autre et du lien social. Donc oui, la musique à l'école, oui, la musique pour le bien-être quand on est adulte et oui, la musique pour le soin. Mais pensons à l'école. Tout grand merci, Gérard, et je pense qu'on se retrouvera sur cette chaîne. Merci Evelyne, à bientôt. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager, à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.